Dès le début, j'ai su que l'affection de mon mari pour sa mère dépassait de loin ce que la plupart des gens considèrent comme normal. Ce qui ressemblait à de l'affection, l'appeler tous les jours, l'emmener bruncher, lui offrir des petits cadeaux n'était pas sentimental, mais stratégique. Elle était la référence absolue, et chaque femme, moi y compris, était comparée à elle. Au début, je l'ai excusé, pensant qu'il s'agissait d'amour pour la femme qu'il avait élevée, mais les petits signes s'accumulaient. Son hésitation à m'ajouter à l'acte de propriété, son refus de fusionner nos comptes bancaires et ses incessantes discussions sur les finances, toujours au cas où, citant systématiquement les conseils de sa mère. Ce n'était jamais une mise en garde concernant le monde extérieur, mais une mise en garde me concernant. Je me souviens, 2 ans après notre mariage, d'un dîner informel avec sa famille, assis dans la voiture, lorsqu'il a mentionné que nous ne devrions pas mettre nos finances en commun, au cas où. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, et il a haussé les épaules, disant que c'était une précaution judicieuse au cas où les choses tourneraient mal. J'ai laissé tomber, me disant que chacun a son rapport à l'argent, mais c'était comme un clou qui me démangeait sans cesse. Les questions de sa mère sur notre crédit immobilier, mon salaire, mes dettes, sous couvert de conversations anodines, me mettaient mal à l'aise. Il balayait la chose d'un revers de main, disant que j'exagérais, que j'imaginais toujours le pire. Et une partie de moi réalisait que je vivais avec quelqu'un qui avait déjà un pied dehors. Malgré ses attentions, se souvenir de mes plats préférés, laisser des petits mots, rire à mes blagues, il y avait toujours cette réserve, ces échappatoires, cette indépendance qui m'était totalement étrangère. Je l'avais prévenu une fois, discrètement, que privilégier la paranoïa de sa mère à notre couple signerait l'arrêt de mort de notre mariage. Il m'avait répondu que j'étais injuste, que je ne comprenais pas ses blessures, mais que les traumatismes ne lui donnaient ni à elle ni à lui le droit de projeter la peur sur notre vie commune. J'ai ravalé l'avertissement, me disant que ça finirait par s'arranger, mais rien n'y a fait, et je crois que ça lui plaisait, car moins de risques signifiait plus de contrôle pour lui. Le jour où j'ai trouvé le reçu, glissé dans un livre, prouvant qu'il avait transféré toutes ses économies sur le compte de sa mère, 6 mois auparavant, tout est devenu limpide. Je l'ai fixé du regard, espérant une erreur, mais au fond de moi, je le savais. Les virements avaient été méticuleux et délibérés. Ce soir-là, il est rentré en fredonnant, m'a embrassé, a prévu de dîner, ignorant que j'avais déjà découvert la vérité. J'ai attendu, j'ai fait glisser le dossier sur la table et j'ai vu son visage se décomposer, sa bouche se crisper légèrement, prise en flagrant délit de mensonge. Quand il a essayé de se défiler, disant que c'était son argent, je lui ai rappelé que notre vie, notre crédit immobilier, notre avenir, nous les avions construits ensemble, et qu'il avait menti par omission. Il a dit que c'était par précaution. J'ai dit que c'était une trahison. Il n'y a jamais eu une seule version de notre mariage où il n'ait pas déjà préparé son sac d'urgence. J'ai compris que pour lui, l'amour était assorti de clauses, de dérogations, de portes de sortie. Ce soir-là, j'ai décidé de ne pas cautionner une vie où la confiance était un enjeu de marchandage. Le lendemain, j'ai appelé un avocat, je lui ai exposé les virements secrets, la manipulation, et j'ai mis un plan à exécution. Les papiers du divorce ont été signifiés 3 semaines plus tard, et il les a lus à table pendant que je lui servais discrètement du café, sachant que cet acte serait plus douloureux que tous les mots que j'aurais pu prononcer. Les conséquences ont été immédiates. Il a tenté de négocier, a paniqué, a même appelé sa mère, pour découvrir qu'elle avait réécrit l'histoire, dépensé l'argent, le laissant les mains vides, impuissant et seul. Ses tentatives pour le récupérer par la loi ont été vaines. Il avait volontairement cédé le contrôle, et la loi n'interviendrait pas. Je n'ai pas ressenti de triomphe, la vengeance n'apporte aucune victoire, mais une paix intérieure, comme passer de la fumée à l'air pur. J'ai emménagé dans un appartement plus petit et lumineux, en périphérie de la ville, que j'ai rempli de plantes, d'un chat et d'amis qui m'ont rappelé ce que signifiait la sécurité et la confiance. Parfois, je repensais à celui qu'il était avant la méfiance, avant sa cruauté silencieuse, mais ces moments n'étaient que de doux souvenirs, non de la nostalgie. J'étais en sécurité désormais, n'étant plus un plan de secours, n'étant plus complice de la peur de quelqu'un d'autre. J'avais tourné la page, une page qu'il n'aurait jamais cru que je refermerais, et ce faisant, j'ai trouvé la liberté.